l'appréhension, la réalité arrive donc à grands pas du côté de ce pays de l'Afrique centrale, à savoir la République centrafricaine, qui donc le 3 juillet prochain va officiellement lancer sa monnaie, le Songo. Cette monnaie, c'est tout simplement son nouveau système monétaire numérique qui est donc alimenté par la technologie blockchain. Elle adopte ainsi le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés bien sûr du franc CFA et légalise de facto l'usage des crypto-monnaies. Une première donc en Afrique, car après le vote à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 28 avril dernier d'une loi qui régit toutes les transactions en crypto-monnaie et qui fait du Bitcoin une monnaie de référence à côté du franc CFA et sa promulgation par le président Faustin Archange Touadéra en avril dernier également, la République de la Centrafrique va donc tout simplement procéder, comme nous disions plus haut, le 3 juillet 2022, justement, à l'officialisation de cette monnaie. Et donc à cette date, le président centrafricain avait alors annoncé que cette démarche place ainsi la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. Ainsi, l'annonce du lancement officiel du Songo marque la concrétisation de la volonté des autorités centrafricaines à aller vers les crypto-monnaies. Et donc, en officialisant encore ce Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA, les autorités centrafricaines déclarent qu'il s'agit ainsi d'un pari avec le monde et la possibilité de se connecter à un avenir qui s'annonce à la fois prometteur et surprenant. À quoi s'attendre après l'officialisation justement du Songo du côté de la République centrafricaine? Que vont donc penser les détenteurs ou encore les instigateurs et même les géniteurs du franc CFA? Nous en parlons ce soir dans le cadre du point sur l'actualité. Le Songo, ou encore, pas le Songo la langue, mais Songo finalement. Il s'agit de la monnaie centrafricaine, le Bitcoin, le nom donné donc à ce Bitcoin du côté de la République centrafricaine. C'était de façon officieuse, déjà connue depuis justement le mois d'avril, mais de façon officielle, le 3 juillet prochain, cette monnaie sera donc officiellement lancée. Donc à la suite d'un communiqué qui a été rendu public le 27 juin, voilà, le gouvernement centrafricain informait justement non seulement l'opinion centrafricaine, mais également internationale de ce qu'à partir du 3 juillet donc, la monnaie pourrait donc déjà de façon officielle circuler dans ce pays de l'Afrique centrale, le tout premier pays en Afrique justement à se lancer dans cette monnaie numérique. Et donc aujourd'hui nous nous intéressons justement, c'est vrai que par le passé nous l'avons déjà fait, nous allons nous intéresser justement à ce que pourrait apporter ce lancement officiel. À quoi s'attendre justement juste à la suite de ce lancement, parce qu'il se trouve que jusqu'ici certains pensaient toujours que c'était peut-être juste des paroles en l'air. On a même vu la COBAC s'opposer, on a vu la COBAC également interdire l'utilisation justement de cette monnaie numérique, mais contre vents et marées, et bien sûr le président Faustin Archange Touadéra vient tout simplement de défier cette COBAC. Et nous en parlons donc avec vous, Monsieur Batengene, mais aussi avec les téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Et nous espérons que le docteur Dalvaris Ngoudou nous rejoindra donc dans les minutes à venir. Bonsoir, Batengene. Bonsoir, Madame Dedi Foot. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui certainement sont déjà scotchés et qui nous regardent. Tous les panafricanistes, les inconditionnels de ce programme, parce que c'est devenu un programme culte dans les médias, les ménages. Bonsoir à tous les techniciens, parce que c'est grâce à eux que nous avons
les magnifiques images que nos téléspectateurs reçoivent. Bonsoir à la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun, mais particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Alors, le 3 juillet, c'est dans quelques jours seulement, et c'est donc une date qui fait déjà jaser, non seulement dans le milieu économique africain, mais également mondial, en l'occurrence ceux qui sont encore accros au franc CFA. Il y en a qui se disent, donc finalement le monsieur, il a dit, il est en train de le faire, on part de la parole à l'acte. Le 3 juillet, lancement officiel de la monnaie Songo, Bitcoin, qui est bien sûr du côté de la Centrafrique. Alors, quand on sait que la COBAC s'y était opposée et que le président Faustin Archange Touadéra aujourd'hui dit « Ma monnaie, je la lance le 3 juillet », à quoi ça t'entend? Bon, déjà, il faut qu'on précise, hein, c'est le grand projet Songo qui est différent de la monnaie officielle, le Bitcoin, mais qui va héberger un hub de crypto-monnaie, ce que dans les professionnels appellent les crypto-actifs. Et ce hub va attirer un ensemble de crypto-investisseurs. C'est le projet que le président Touadéra a décliné déjà. Il a proposé un mois après l'annonce, il a déjà dit qu'il va créer un hub, il va faire de la Centrafrique un hub en matière de crypto-actifs. Il faut noter qu'il n'est pas le premier dans un tel projet. Le projet a intéressé les Émiratis, les Émirats Arabes Unis. Vous savez que là-bas à Dubaï, ils sont toujours sur des projets futuristes. Eh bien, il se trouve que le professeur Faustin Archange Touadéra a plongé un pays africain dans l'ère révolutionnaire du 3e millénaire. Il est vraiment dans la 5e révolution industrielle, l'ère dans la 4e révolution industrielle, l'ère des technologies de l'information et de la communication. Et il a su prendre l'opportunité qui se dressait à lui. Et il a mené la Centrafrique déjà vers ce niveau, à ce niveau-là. Ça dit à quel point il est avant-gardiste, le président Faustin Archange Touadéra. Il dit, je veux que la Centrafrique devienne le hub. Le hub, ici, il ne faut pas regarder seulement l'Afrique centrale parce que ça sera la première fois qu'on pense en Afrique en termes de hub. On a eu des pays qui pensaient au développement infrastructurel, c'était vendre les matières premières et utiliser l'argent qui découle de ce commerce pour financer le développement infrastructurel. Le professeur Faustin Archange Touadéra, il innove parce qu'il dit je vais digitaliser les ressources naturelles de la Centrafrique. On parle de tokeniser les matières premières. Et vous savez que la Centrafrique, c'est également un scandale géologique en matière de matières premières. Donc, il est en train de penser à l'économie de demain. Il n'envisage pas les Centrafricains comme un peuple qui va s'asseoir et attendre que l'argent tombe du ciel. Il veut que les Centrafricains deviennent eux aussi des crypto-investisseurs. Bien sûr, il y a le ventre mou de cette stratégie parce que parler des crypto-investisseurs, ça va attirer plusieurs personnes de par le monde. Parce que si vous regardez rien qu'en Afrique, vous avez 2 pays qui vous proposent des profils d'investisseurs vraiment importants. Le Nigeria, qui est le plus gros pays en matière de transactions de crypto-investissement. Et vous avez le Niger, qui a le plus grand nombre de crypto-investisseurs en Afrique, 13 millions. Ils sont dans le top 5, ce n'est pas à négliger. Imaginez-vous que les crypto-investisseurs de ces pays venaient à s'intéresser à Bangui et décidaient d'aller s'installer à Bangui pour réaliser les opérations. Ils auront besoin d'un élément. Cet élément-là, il faut que ça rentre dans la stratégie, c'est la connexion Internet. Il faut que la fibre optique se déploie à Bangui. Il faut que le président Faustin Archange Touadéra allie à ce projet un vaste projet de développement technologique sur la Centrafrique. Merci beaucoup, M. Batengeni. Alors, M. Goudjou également nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Linda, bonsoir mon frère Jonathan, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne For You TV et merci de m'avoir invité sur la thématique. Alors, nous parlons de la fameuse date qui est bien sûr le 3 juillet prochain. Apparemment, les choses vont véritablement bouger ce jour-là. C'est
l'espoir hein, justement du peuple centrafricain, en l'occurrence du professeur Faustin Archange Touadéra. Les choses bougeront certainement si et seulement si ce 3 juillet justement la connexion justement Internet le permet. Oui, déjà j'étais à Bangui, ça fait à peine quelques jours. Et je puis dire que les autorités au niveau de la RCA font un effort particulier pour que le commun des Centrafricains puisse avoir accès à un minimum d'Internet. Mais au-delà de cela, étant donné que le projet Sango utilise la blockchain, il y a un besoin d'énergie en quantité et il s'est avéré quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. J'ai pu aller dans ce nombre de villes, notamment à Boali, qui est pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville qui est alimentée pratiquement 24 heures sur 24 en électricité, ce qui n'était pas le cas il y a de cela beaucoup de décennies, pratiquement sur toute la RCA. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais notons quand même que le plus important, c'est ce que le président de la République a fait, le président Touadéra, c'est de prendre déjà cette initiative. Parce que même les pays qui sont relativement avancés là-dessus, ils ne sont pas pour autant électrifiés à 100%. Mais il faut commencer quelque part, et en commençant quelque part, on peut attirer des forces qui peuvent soutenir. Et il faut bien comprendre que dans la stratégie qui a été déployée par les responsables centrafricains, il est question que dans un premier temps, l'énergie qui se va utiliser, en fait, le minage du Bitcoin qui va être utilisé va se passer au niveau de Dubaï. C'est pourquoi le président centrafricain a travaillé avec beaucoup de spécialistes. Il était encore à Istanbul récemment. Il a fait 3 jours ici au Cameroun. Il est rentré dimanche. Il était à Dubaï. Il était en Corée du Sud, à Séoul. Donc, pour un premier temps, il y aura le minage du Bitcoin au niveau de Dubaï. Parce qu'en fait, à Dubaï, c'est une plateforme des grands spécialistes pratiquement mondiaux dans ce domaine-là. Et on a beaucoup qui ont accepté soutenir le président centrafricain et la nation centrafricaine dans ce projet. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est louable. C'est quelque chose qui est particulièrement louable dans le contexte où nous savons les difficultés auxquelles et les grands challenges auxquels la RCA doit faire face. Alors, puisque vous parliez justement de projets louables, il y a ce qu'on peut appeler ici peut-être avantage, parce que quand on revient sur à quoi renvoie justement ce projet, qui est, comme le disait Batengene, un hub international de déploiement de la crypto-monnaie, on comprend qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un système zéro taxe. Ça veut dire quoi? Oui, premièrement, et c'est vrai, c'est la petite erreur. Sango, ce n'est pas une crypto-monnaie. Sango, c'est une plateforme. Oui, Batengene l'a expliqué en fait. Justement, je vais dire, c'est très important, puisqu'il faut établir la différence entre Sango et le Bitcoin. D'accord. Le Bitcoin, c'est la monnaie, c'est la mère des crypto-monnaies, c'est la première crypto-monnaie, et c'est elle qui est officielle en Centrafrique. C'est elle qui est pratiquement comme monnaie officielle à côté du franc CFA. Jusqu'elle est numérique. Maintenant, à côté de cela, il y a le projet Sango qui est une plateforme qui inclut tout produit ou projet qui peuvent être liés à la blockchain, dont une crypto-monnaie. Or, nous savons que dans beaucoup de pays, par exemple, une bonne partie de l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément la crypto-monnaie, mais c'est lié à la technologie blockchain. C'est pourquoi il dit que c'est un hub. Quand on parle de hub, ça veut dire c'est un espace où on peut, tout ce qui rentre dans l'écosystème du numérique peut être développé sur Sango. C'est au-delà de la crypto-monnaie. Maintenant, vous avez soulevé justement dans le texte qui avait été voté, c'est la particularité de la Centrafrique, c'est la première fois que dans le monde entier, sur la planète Terre, que l'ensemble du Parlement vote à l'unanimité, je répète, le texte d'application lié à la crypto-monnaie. Et justement, pour pouvoir inciter, pour prendre les variables incitatives, l'État centrafricain a pris les dispositions pour qu'il puisse avoir pratiquement zéro taxe pour les opérations qui vont être liées à cela. Mais quand même, et ça c'est pour féliciter l'État centrafricain, on donne la possibilité aux Centrafricains, tout autre opérateur économique dans le pays, de pouvoir payer jusqu'aux impôts avec le Bitcoin. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des francs CFA dans votre porte-monnaie ou c'est pas quoi sur votre compte en banque. Même si vous avez des Bitcoins dans votre téléphone, sur votre ordinateur, vous pouvez payer les impôts avec. Mais maintenant, quelque chose qui est de très important encore, et donc c'est pourquoi dans la sous-région, moi je suis un peu surpris quand je vois beaucoup de levées de bois vert notamment pour la BEAC, la BEAC. J'ai dit, ils passent à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui font des opérations de trading liées aux crypto-monnaies ont des bénéfices qui sont faramineux. Mais juste que comme on refuse de légiférer dessus,
on ne peut pas non plus prendre les impôts dessus. Si vous refusez de légiférer quelque chose, on ne peut pas dire que vous allez toucher les impôts dessus. Or, avec l'avènement du projet Sango, avec l'officialisation du Bitcoin en RCA, ça permet à l'État centrafricain, pour tout opérateur de trading qui serait sur le sol centrafricain, de pouvoir payer les impôts en Centrafrique. Puisqu'en fait, quand vous faites globalement le trading, c'est que vous effectuez des opérations à l'international et vous avez des bénéfices. Quand un État refuse de vous reconnaître, il n'y a pas lieu de lui payer les impôts, puisqu'ils ne vous reconnaissent pas. Mais comme la Centrafrique a reconnu le Bitcoin comme monnaie officielle, quand vous ferez les opérations de trading et que vous aurez des bénéfices par revenu, vous allez payer une partie à la Centrafrique. Donc, pour dire que ce n'est qu'une opportunité importante, et c'était très important que la Centrafrique puisse agir comme pionnier sur le continent africain sur ce projet-là. Alors, moi, la prochaine question que je voudrais vous poser, à vous écouter, est-ce que sans le Bitcoin, le projet Sango ne pouvait pas exister? Non, le projet pouvait exister. Juste que le président a été très prudent. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il faut comprendre que les crypto-monnaies, généralement, sont liées à la notoriété. Je veux dire, la valeur de la crypto-monnaie est liée à la notoriété, à la demande de celle-ci, comme la plupart des biens économiques. D'accord. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus demandée de par le monde entier. Avant les difficultés que ça a connues ces dernières semaines, le Bitcoin était allé jusqu'à 60 000 $. Il y a de cela pour un seul Bitcoin. Il fallait débourser 60 000 $. Il y a de cela quelques mois, jusqu'en octobre dernier. Or, il n'y a aucune crypto-monnaie qui rivalise celle-là. C'est pourquoi le président était vraiment très intelligent de dire, s'il fallait directement lancer Sango comme crypto-monnaie, vous voyez que ça devait pratiquement être méconnu de tout le monde. Un Américain, un Belge, un Français, un Chinois, ne voit pas pourquoi il va aller investir dans une crypto-monnaie qu'on appelle Sango, qui est dans un pays perdu. Excusez-moi l'expression. Quand on parle de Bitcoin à n'importe qui, il a quand même une idée. Et on lui dit, le Bitcoin que tu as dans ton terminal, c'est ton téléphone, ton ordinateur, ou c'est pas n'importe quoi, ou un auto wallet, tu peux aller en Centrafrique avec. Parce que le principe c'est très simple. Vous voyagez tout ça, c'est vraiment très simple. Vous pouvez voyager avec votre passeport, vous avez tout dans votre téléphone. Vous pouvez même prendre un visa, un e-visa. Dès que vous rentrez en Centrafrique, vous pouvez faire tous les investissements sans avoir l'obligation de passer par l'intermédiation financière d'une banque, de la BEAC, de payer les commissions par-ci, ce qui est très avantageux pour tout opérateur économique. C'est-à-dire que même quand vous avez des devises et que vous passez à un terminal d'un aéroport, vous êtes contraint de déclarer les devises sur lesquelles vous allez payer des taxes. Alors qu'avec le Bitcoin ou une crypto-monnaie, vous ne payez pratiquement rien puisque c'est dans votre téléphone. En fait, ce n'est même pas dans votre téléphone. C'est juste dans la blockchain. C'est-à-dire que le téléphone, ce n'est qu'un terminal, ce n'est qu'un wallet qui vous permet de vous connecter à cela. C'est comme si vous étiez en train de voyager, Linda. Tant que vous avez votre poste radio, vous connectez sur For You Radio, vous écoutez la radio. En fait, votre poste radio n'est qu'un terminal qui vous permet de vous connecter sur votre fréquence et d'écouter la radio pratiquement avec l'application For You. Vous pouvez ça partout dans le monde entier, sans que qui que ce soit puisse intervenir. C'est un peu cela. Et c'est extrêmement avantageux. Donc, pour dire quoi? Pour nous résumer, sans le Bitcoin, on pouvait lancer le Sango, mais c'est plus intéressant, parce qu'il faut bien comprendre, c'est plus intéressant pour la Centrafrique de passer par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est une monnaie qui est déjà extrêmement reconnue. C'est comme si vous étiez en train de vouloir inventer une autre forme de fil à couper du beurre. Mais comme il y a un très bon fil, vous aussi commencer à utiliser cela. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc vous dites que 800 Bitcoins, ça pourrait exister, mais au-delà du Sango, le président a voulu que la Centrafrique soit extrêmement attractive pratiquement pour tous les crypto-monnaies. C'est pourquoi il dit que c'est un hub. Donc tout opérateur de n'importe quelle crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le Ethereum, que ce soit n'importe quoi, et il est la bienvenue en Centrafrique. Alors, monsieur Batengene, je vais vous relancer sur la même question, celle de savoir si peut-être le Bitcoin n'avait pas existé. Est-ce que cela signifie justement que ce projet de développement grandeur nature tel que nous présente bien sûr ce hub international, parce que dans le projet on parle même de la construction de l'île crypto. Voilà, on parle également de la facilitation des investissements dans les ressources naturelles du pays telles que bien sûr l'or et le diamant. Alors si crypto-monnaie n'avait pas existé, si blockchain n'avait pas existé, est-ce que justement ce projet aurait pu voir le jour? Là, il faut regretter que non. Non, ça n'aurait pas pu voir le jour. Ça aurait pu être une idée dans la tête du président Touadéra, mais pas voir le jour. On connaît sous quel jour on est quand même dans l'Afrique francophone. Ça aurait été le franc CFA, et on connaît toutes les contraintes autour du franc CFA.
On connaît quelles sont les implications lorsqu'on a un projet aussi pharaonique que de créer un hub, que ce soit technologique. Un petit hub technologique au Cameroun nous a valu une guerre dans le sud-ouest. Vous aviez la Silicon Valley qui était en pleine création au niveau de Buea, qui a été complètement détruite aujourd'hui avec la petite guerre la situation sécuritaire tout à fait dégradée qui a prévalu dans cette zone. Donc, si la Centrafrique n'avait pas l'opportunité du Bitcoin, vraiment un tel projet serait difficilement envisageable. On serait dans les visions minimalistes, mais surtout avec le bon vieux système, vente de matières premières contre développement infrastructurel. Ce serait essentiellement ce genre d'économie extravertie qui prévaudrait. Et peut-être on verrait se développer l'embryon d'une industrie commerciale dans les grandes villes comme Bangui, comme Boar, on aurait cet embryon de tissu économique sur la base du commerce. Et on aurait aussi quelques investissements industriels de base, avec des industries qui sont surtout des industries extractives, des mines de diamants, des mines de cuivre, des mines d'or, des entreprises qui sont basées sur ces éléments-là. Et la chaîne de valeur serait plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire vers les pays qui ont cette habitude de prédation économique. Ce serait difficilement envisageable. Il faut le reconnaître, le Bitcoin est une opportunité. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, comme l'a expliqué le docteur Dalvaris, c'est une monnaie qui n'obéit pas au principe de centralisation des échanges au niveau de la banque centrale. C'est un peu décentralisé. C'est un système qui est porté par les communautés et sa valeur repose sur la confiance que les communautés lui accordent. Donc, c'est totalement un système, ou bien c'est partiellement un système qui échappe au contrôle des grandes puissances. Quoique là, on a des grands crypto-investisseurs qui sont en grande partie des citoyens de ces pays-là. Et on soupçonne que certaines centrales d'intelligence, certaines agences d'intelligence, de renseignement ont acheté des gros actifs, beaucoup d'actifs sur le marché des crypto-monnaies. Hormis ça, c'est quand même un marché qui offre plus de liberté à un pays comme la Centrafrique, qui allait vraiment très mal sur le plan économique et financier. Maintenant, c'est aussi parce qu'avec le Bitcoin, on est avec la théorie du jumping frog. C'est en économie, cette théorie qui permet de comprendre des sauts quantiques du point de vue des changements et de la structure économique. On n'a pas eu besoin, par exemple, en Afrique, de passer du téléphone téléphone. On n'a pas eu besoin d'élargir la couverture du téléphone avec fil pour passer au téléphone sans fil et puis arriver au téléphone portable. Il y a des localités qui n'ont jamais connu le téléphone avec fil, encore moins le téléphone sans fil, et qui sont directement arrivés au smartphone. Ils n'ont même pas connu les premiers téléphones portables. Donc, vous voyez que c'est des sauts quantiques du point de vue technologique et c'est ce que représente la technologie blockchain dans le cadre financier. Là, le Bitcoin a vraiment été une opportunité sans quoi la RCA n'aurait pas pu s'imaginer créer ce hub. Ça, moi, je pense qu'on peut le soutenir. Alors, c'est vrai que quand on écoute un peu l'enthousiasme justement des autorités centrafricaines, il y a quand même certains analystes qui se disent, alors on sait, quand on parle des pays de l'Afrique précisément centrale, on voit d'abord le Cameroun, on voit le Gabon. C'est vrai que l'on se serait peut-être attendu que cette magnifique idée vienne de tous les pays de l'Afrique centrale, ou du moins du continent africain, mais pas de la République centrafricaine, docteur Dalvaris. En fait, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que le Cameroun a longtemps travaillé dessus. Moi, j'étais à Yaoundé, on a travaillé. Il y a eu des propositions qui ont été faites au niveau de la COSUMAF. Juste que jusqu'à présent, je pense que le top management de la BIAC essaie de ramener, puisqu'en fait, les instructions avaient été données de plutôt légiférer, de voir dans quelle mesure légiférer. Ça, c'était même pas au niveau de la Centrafrique, c'était au niveau de la COSUMAF, c'est-à-dire au niveau régional. Et la COSUMAF a commencé à travailler dessus. Ça, c'est
Maintenant, à côté de cela, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce n'est pas parce que les États dans la sous-région n'ont pas officialisé que ça n'existe pas. Non, je suis d'accord. Justement, on peut dire que... Prendre ce courage, sachant que justement, il y a des règles au niveau de la COBAC, oui. même de la SMAC, oui. qui ne sont pas d'accord avec. Peut-être parce que ces derniers reçoivent des ordres qui viennent des pressions externes. Mais lui, il a pris ce courage. Il a dit, parce que même après l'annonce en avril dernier, et même en mai encore, on a vu des communiqués circuler, une façon de lui dire arrête ce que arrête le projet sur lequel tu veux te lancer. Et puis quelques temps après, il ressort, il dit je me lance, et c'est le 3 juillet. Très bien. En fait, vraiment votre question, c'est le fondamental. Et je pense que les autorités sous-régionales ont joué sur la psychologie de beaucoup de personnes. Premièrement, les crypto-monnaies ne sont pas interdites, n'étaient pas interdites. Quand ils lancent, ce n'est pas interdit. Au contraire, en tant que plus, il faut comprendre que c'est quand même un chef d'État qui est membre de la BEAC. Et là, l'autorité sous-régionale, la Commission de surveillance des marchés financiers, la COSUMAF, est en train de travailler sur un projet pour légiférer. Mais le président centrafricain a l'impression que cela prend trop de temps. Lui prend son courage et il lance. Et jusqu'à présent, il faut bien le dire, il faut bien comprendre que ni la BEAC, ni la COBAC n'ont interdit les crypto-monnaies. Mais ils ont juste rappelé les textes. Très bien, merci. Parce que en fait, c'est une forme d'influence, en fait. Oui. Ça veut dire on essaye de mettre la pression, puisqu'en fait, pour vous interdire, il faut bien être basé sur quelque chose. Parce que le texte, les deux communiqués, globalement, disent ceci. Ils exhortent les institutions bancaires, les établissements de microfinance et leurs partenaires techniques à ne pas faire l'échange pour les crypto-monnaies, mais surtout à reporter. Vous ne pouvez pas reporter quelque chose que vous n'avez pas fait. Reporter, c'est de faire un rapport. Parce qu'ils ont bien dit que s'il y avait le communiqué, regardez, ils ont bien dit qu'il faut voir qui est l'initiateur de la chose, c'est-à-dire l'opération sur la crypto-monnaie, qui est le bénéficiaire, quel est l'objet. En réalité, c'est le même process pour les opérations bancaires classiques. C'est-à-dire quand vous allez à la banque, vous êtes en train de déposer 100 000 pour d'abord, on vous dit, c'est Linda Dedi qui dépose, le bénéficiaire c'est qui, c'est Dalva, sur ce compte bancaire. Voici l'objet, c'est pour payer la scolarité des enfants, c'est pour payer le loyer, c'est pas quoi. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe quand vous envoyez l'argent à quelqu'un. Il y a un bénéficiaire qui peut être Linda, Dalvaris envoie 100 000 et on dit que l'objet de la chose c'est ceci. Donc pour dire qu'en fait, ils ont juste rappelé. En fait, ils sont hostiles au projet. Ils ne peuvent pas interdire. On interdit quelque chose que quand on a les textes de loi qui régissent la chose. Maintenant, au-delà, pour répondre directement à votre question, c'est qu'en fait, moi, j'ai échangé avec certaines personnes à Bangui, justement, le recteur de l'université. Moi, je pense que le président Touadéra, c'est un visionnaire. Et au-delà de ça, par rapport à ce qu'on fait de la sous-région, c'est quand même mathématicien. Quand vous êtes agrégé de mathématiques, vous avez une vision des choses que certaines personnes peuvent facilement ne pas avoir. Vous avez une certaine clémence que d'autres peuvent ne pas avoir. Et surtout, et ça a été la particularité dans la sous-région, avec l'expérience que certains chefs d'État ont quand même dans la sous-région, c'est que quand il y avait un projet qui pouvait être entamé, parfois les chefs d'État je ne vais même pas le dire ici à la télé, parfois les chefs d'État s'entendaient, ils disent à une personne, essaye d'abord. C'est parfois c'est sciemment, hein. On fait ce qu'on appelle le boulet d'essai, le ballon d'essai. Donc on lance un ballon, on va voir la réaction du colon, puisque très sincèrement, pratiquement personne dans la sous-région n'est satisfait de la manière dont on gère le franc CFA. Et dit pratiquement aucun État. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce que vous connaissez, sur les efforts qu'a effectué le président Sassou Nguesso avec la Chine, sur beaucoup les réunions de N'Djamena, sur les institutions du président Paul Biya. Je n'ai pas besoin. Regardez, rien que pour ça. Vous savez, au-delà du franc CFA, aujourd'hui, la Russie, qui est un des partenaires principaux de la RCA, veut continuer à investir en RCA. Mais la Russie est soumise à un certain nombre de pressions et de sanctions. Parce qu'en réalité, même pour payer sa propre dette, vous avez remarqué qu'avant-hier, ils ont essayé de mettre la Russie en défaut de paiement, alors que la Russie est extrêmement riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains refusent que la Russie utilise le dollar pour payer sa dette, alors qu'en fait, c'est l'argent de la Russie. Et dans ce cas, justement, à défaut d'utiliser le franc CFA pour pouvoir investir en Centrafrique, les monnaies qu'on utilisait, c'était quoi? C'était le dollar et l'euro. Et actuellement, la Russie étant sous sanction, ne peut plus utiliser le dos. Vous faites bien, justement, d'évoquer cet exemple-là, parce que c'est justement
la prochaine question, parce qu'il y a justement ces détracteurs, non seulement de la Russie, mais également de l'indépendance financière du continent africain, qui pensent que ce projet adopté par le président Faustin-Archange Touadéra est tout simplement un moyen pour davantage se rapprocher, ou du moins davantage consolider ses rapports avec la Russie. La Russie, elle, ça c'est ce que ces détracteurs disent, qui cherche justement des moyens de contourner le dollar depuis que la Russie est justement sous le coup des sanctions internationales depuis justement son entrée, enfin le conflit russo-ukrainien. Oui, disons même avant. Puis ça, en fait, vous savez, au début d'abord de Maïdan, la révolution du Maïdan de 2014, il y avait un certain nombre de sanctions qui avaient été prises contre les Russes. Et les Russes ont commencé à se préparer à la guerre. Je n'ai pas besoin de revenir sur le civil russe qui a été fait avec les Chinois. Mais au-delà, les Russes achetaient déjà les crypto-monnaies, comme les Iraniens, comment l'État vénézuélien... Mais sauf que là, les détracteurs disent ce qu'ils veulent que les gens entendent. Ça, ils ne le rappellent pas. Très bien. Ils s'appuient essentiellement sur la relation qui existe aujourd'hui entre la République centrafricaine et la Russie, pour faire croire en fait que voilà, c'est... Alors que ce n'est pas ça. Plus depuis 2014, les Russes sont en train d'amasser des milliards et des milliards de bitcoins. Et c'est ça, et c'est une des choses qui les permet de suivre aujourd'hui, parce qu'en fait, ça permet de faire face. Vous pouvez faire toutes vos opérations à l'international sans passer par le dollar, sans passer par l'euro. C'est une des variables qui permet au Venezuela de résister. Vous savez, ils ont mis toutes les sanctions, même les réserves, les devises vénézuéliennes qui étaient en dollars, tout cela a été gelé. Mais le Venezuela continue. Et en réalité, ce que la Centrafrique fait, c'est à peu près ce que le Venezuela a fait. Parce que la Centrafrique parle d'une tokenisation des ressources nationales, des ressources centrafricaines. En d'autres termes, la crypto-monnaie que va lancer l'État centrafricain va être adossée sur les ressources centrafricaines. Ce qui fait que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur rapidement. C'est exactement la même chose avec le pétrole vénézuélien. Puis ils ont adossé ça sur le pétrole. Ça fait qu'en réalité, le Venezuela, c'est la première réserve pétrolière du monde. Ça passe parfois inaperçu. La production est en chute libre parce qu'en fait, elle est soumise à beaucoup de sanctions américaines. Donc, pour dire que des nations essayent de survivre avec les crypto-monnaies et la Russie y travaille. Donc, à côté, il y a un Russe qui a créé une crypto-monnaie qui est la deuxième la plus célèbre du monde, qui est l'Ethereum. Donc, en fait, la Russie peut continuer à investir, peut continuer à travailler avec pratiquement tous ses partenaires sans passer par le franc CFA, sans passer par le dollar, sans passer par l'euro. Et la particularité de la crypto-monnaie, c'est de personne to personne. Vous n'avez même pas besoin de passer par le SWIFT. Vous n'avez pas besoin de passer par un système bancaire. C'est Dalvaris qui envoie directement à Jonathan. Et Jonathan reçoit moi je reçois mon produit même sans quitter de chez moi. Et là, vous savez, la particularité du monde occidental, notamment la City de Londres, Wall Street, c'est l'intermédiation financière. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent le rôle, qui créent de la valeur sur la spéculation, sur des choses qui n'existaient même pas. Ils se font un bénéfice, alors que la valeur énergétique déboursée pour effectuer un travail, ils n'ont joué pratiquement aucun rôle là-dessus. Et quand ils voient qu'il y a même des exemples qui sont en train de réchapper de par le monde entier, ils font ils font pratiquement tous les efforts pour pouvoir tuer le projet. C'est ce que nous sommes en train de voir en Centrafrique. Mais nous pensons et nous saluons, moi je suis extrêmement content que le président Touadéra ait dit nous allons aller jusqu'au bout de ce projet. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard est ouvert aux différents numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez également nous appeler et apporter vos différentes contributions. Donnez justement vos différentes contributions à cette thématique. Que pensez-vous de ce lancement officiel de ce projet Sango du côté de la République centrafricaine? Donc on pense tout simplement que le professeur Faustin-Archange Touadéra a donc décidé de défier ainsi la COBAC, mais également de défier le franc CFA en implémentant ce projet dans son pays, la République centrafricaine. Et donc, en attendant, bien évidemment, que certains nous rejoignent sur les différents numéros de téléphone, je vais me tourner vers vous, monsieur Batengene. Je crois que Delphin est là avant de revenir à vous, monsieur Batengene. Delphin, bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur Ndedi. Merci une fois de plus de m'accueillir à la maison For You Media. Je vous transmets mes salutations, mes chers frères, Batengene d'un côté et Dalvaris de l'autre. Et je n'oublie pas les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc moi, je viens apporter mon secours, ou plutôt, pas mon secours, mais mon soutien, c'est le mot idoine, mon soutien
comme mes frères qui font partie des forces armées burundaises qui sont sur le terrain, moi je viens aussi sur le standard, déclarer mon soutien au président Touadéra. Je le soutiens d'autant plus que je crois que c'est mon frère Batengene qui en parlait. Tout ce qui consiste à rétablir une confiance, une cohésion sociale entre les Centrafricains et les Centrafricaines qui échappent au contrôle du nain géopolitique qu'est l'Élysée, moi je prends ça les yeux fermés. Donc, Monsieur Touadéra a parfaitement raison de prendre l'initiative, surtout que justement, il jouit d'un avantage que malheureusement certains pays africains n'ont pas encore atteint. Il a récupéré l'essentiel du contrôle sécuritaire de son pays. Avec les alliés stratégiques, donc il y a les Burundais, les Rwandais, il y a aussi les Camerounais, les Russes bien sûr. Donc il peut agir, j'allais dire, avec les mains quasiment libres. Et Monsieur Dalvaris a aussi précisé un bon point. C'est vrai que les crypto-monnaies, j'allais dire, restent un peu influencées par les gens soi-disant démocrates, mais ils ne contrôlent pas ces crypto-monnaies, comme par exemple, ils ont contrôlé le système SWIFT, le dollar, l'euro. Donc à partir de là, la Centrafrique peut avoir un peu plus d'oxygène. Notre ami Luc Michel parle souvent d'oxygène géopolitique. Ici, on peut parler d'oxygène financier. Donc, pour ma part, je ne suis pas du tout opposé à cette initiative. Je sortirai en posant une question. Si vous avez la réponse sur le plateau, je suis preneur. Sango, ce doit être un terme qui est en langue locale, donc centrafricaine. Si nous pouvions avoir la signification, la traduction exacte de ce mot, ça serait bien pour que tous les Africains puissent se réjouir en comprenant bien le sens des mots et des termes utilisés. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. For You Media, allons de l'avant une fois de plus. Merci beaucoup à vous, Delphin. Au standard, nous avons Abou de France. Bonsoir. Monsieur Abou, bonsoir. Est-ce que Monsieur Abou est là? On nous signale pourtant qu'il est au standard. Monsieur Abou, bonsoir. Je vais donner une petite... Bonsoir. Oui. D'accord. Et je vais donner une petite contribution par rapport au sujet. Oui, c'est par rapport à l'adoption du Sango en Centrafrique. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et je pense qu'il faudrait que les sociétés civiles africaines, puissent essayer d'organiser quelque chose pour que tous les pays africains qui utilisent le franc CFA puissent sortir du franc CFA par rapport à la crypto-monnaie. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, c'est vraiment, on sort du système qui a été imposé au monde. Et si les 14 pays utilisent ça, ils auront tous accès à l'argent de leurs matières premières directement, automatiquement. À partir de là, on quitte le franc CFA sans même discuter avec la France ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, le franc CFA mourra de lui-même, vu qu'il ne sera plus utilisé. Voilà ma contribution, merci. Merci beaucoup également à vous. Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et du lecteur de For You ainsi que votre G technique. Ainsi aussi bonsoir à l'ensemble des panélistes, M. Goudjou et puis M. Batengene. Bien, téléspectateurs, je pense que je viens de précéder en disant que le CFA, moi je pense que ce qui se passe ici, c'est pas forcément un choix d'abandonner le CFA.
Donc, que vous dire à propos de la thématique? Alors, s'il s'agit de se demander si on assiste à une autre méthode de décaissement de fonds pour l'État centrafricain vis-à-vis du Trésor public français, ou une utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement dans le commerce extérieur, bah, la réponse c'est oui. Oui, c'est oui. Et c'est clair. Toutefois, il faut s'assurer que les investisseurs non professionnels pourront acheter des actifs cryptographiques pour un maximum limité par an après avoir passé un test spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est un écosystème toxique, non réglementé sur le plan international globalement. Et je termine par là en disant, et là-dessus je vais un petit peu rebondir ce qu'il vient de dire le téléspectateur que je viens de précéder. Et oui, une telle décision permettra, je pense, de repousser les blocus financiero-stratégiques français en RCA, ainsi que d'intensifier le commerce extérieur avec les pays où les crypto-monnaies ont cours légal. Après, on constate tout de même que la volonté d'abandonner le CFA reste foncièrement collective au niveau des sous-régions, au niveau des groupes sous-régionaux. Pourquoi? Faute de trouver un consensus là-dessus, disons que l'initiative crypto-monétaire de la RCA reste une alternative salutaire. Il s'agit de ça. Je pense qu'il y a un problème de décaissement parce que la France veut se repositionner en RCA. Bah, il utilise un outil, un levier de contrôle qui est le CFA. Et Touadéra, d'une façon très intelligente, essaye de développer son commerce extérieur pour acquérir ce qu'on appelle des bons et aussi acquérir quelque part des devises pour mieux mener sa politique, son projet présidentiel. C'est une alternative, mais ce qui est important ici, c'est de voir quand même au niveau ouest africain, au niveau centre-Afrique, en parlant à propos du CFA, on vient de comprendre tout simplement, il ne s'agit pas d'un pays de décider de quitter le CFA. Parce que si vous quittez le CFA tout seul, vous pouvez être confronté à un problème économique massif. D'où l'idée, d'une façon globale, que l'ensemble de la zone UEMOA, la zone CEMAC, décide d'une façon globale et collective de dire finalement, on tape un point sur la table en disant on quitte le CFA. Mais comme on dit, il y a des dissensus, que ce soit au niveau ouest africain, que ce soit au niveau centre africain. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci, je vais faire l'émission. À bientôt. Ciao. Merci également à vous, Lamine Diop. Nous restons au standard avec un autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Vous êtes en direct de For You Télévision. Oui, allô, bonsoir. Madame Dédi. Oui, c'est moi. Oui, bonsoir à vous. Je ne savais pas que j'étais en ligne. Bonsoir à vos deux invités, M. Batengen et M. Dalvarez Godiou. Madame Dédi, j'appelais vraiment pour insister, pour que les gens comprennent très bien. Je pense que M. Godiou et M. Batengen doivent aller au fond de cette question. Parce que une crypto-monnaie, comme on l'a dit, ça repose sur une communauté. Donc ça veut dire que c'est en fait comme une pyramide je sais plus, de Ponzi. Mais sauf que c'est une pyramide virtuelle. Autrement dit, si les membres, si la confiance de ces membres-là disparaît subitement, vous avez vu comment le Bitcoin fluctue. Donc c'est une monnaie, je veux dire, c'est une monnaie spéculative. Elle n'est pas une monnaie nationale au sens réel du terme qui peut permettre à un pays de se développer. Alors, pourquoi le mathématicien Touadéra a choisi ce mode de monnaie? Pour une raison simple, je pense que ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel. C'est pour dire, ok, puisque la France nous espionne, si on achète un beignet à la Russie, la France est au courant, puisqu'on paye à travers le système SWIFT, comme l'a expliqué M. Dalvarez Godiou. Donc tout ce que nos États font en zone francophone, la France est au courant. Elle connaît l'état de notre armement. Elle connaît, malgré tout ce que vous dites que le Cameroun traite avec Israël ou bien tout ça c'est faux. C'est la France qui tient la caisse.
Donc quand vous payez une voiture, elle sait que vous avez payé une voiture. Quand vous achetez une Kalachnikov, elle sait que vous avez acheté une Kalachnikov, puisqu'elle a tous les circuits de paiement. Elle peut essayer de voir qui est le réceptionniste. Alors qu'avec ce que M. Touadéra a fait, chaque fois que la RCA ou bien un opérateur centrafricain va faire une opération, la France est aveugle sur cette opération grâce à la crypto-monnaie. Mais le gros problème, c'est que ce n'est pas la monnaie centrafricaine. On ne peut pas se reposer là-dessus, puisque si elle s'écroule, l'économie centrafricaine peut s'écrouler. Donc, il est toujours nécessaire que le président Touadéra mette la vraie monnaie centrafricaine, qui est le sango, qui repose sur l'épaule des centrafricains, que le président peut amorcer, produire, comme les Américains. Il nous faut une planche à billets, c'est aussi simple que ça. Quand la France veut nous déstabiliser, elle cesse de produire les francs CFA. Quand elle veut nous favoriser, elle fait tourner la planche, parce qu'elle reste les propriétaires de nos pays francophones. Donc le seul moyen pour l'instant, là, je vous ai dit, le président Touadéra a résolu une équation, rendre la France aveugle sur les transactions qui se passent peut-être avec son meilleur partenaire actuel qui est la Russie, mais sinon nous attendons la création de la vraie monnaie, celle-là qui va permettre au gouvernement centrafricain de lancer l'économie de ce pays riche. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame Dedi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés également. Nous rappelons que le standard reste encore ouvert. Le temps pour nous de revenir sur ce plateau et peut-être donner une réponse à Delphin qui posait la question de savoir Sango, ça signifie quoi? Alors, d'après les recherches, déjà Sango, c'est déjà le nom c'est une ethnie en République centrafricaine, Sango. Et quand il faut franciser Sango, ça renvoie à nouvelles, ça renvoie également à message, information. C'est que du positif en fait. Voilà, cher Delphin. Tout un véhicule en fait. Donc, c'est le message qui est passé par la langue Sango. Et aujourd'hui encore, c'est un hub qui passe par Sango. Voilà. Alors, je reviens à vous, monsieur Batengene. C'est vrai qu'il y a, on va le dire, il y en a qui pensent que nous l'avons évoqué à l'entame justement de cette émission, et c'est vrai que le docteur Dalvaris Goudjou nous a quand même rassuré qu'il revient de la République centrafricaine, où des efforts sont donc en train d'être faits par le gouvernement pour que, au moins sur le plan, j'ai envie de dire technique, parlant justement de la connexion Internet, que tout se passe bien ce jour-là. Parce que nous savons qu'il y a effectivement un site, je crois sango.org, et à partir de 7 heures, parce que c'est ce que dit le communiqué, à partir de 7 heures le 3 juillet prochain, le lancement officiel sera effectif. Alors, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui n'y croient pas. Il y a des personnes qui n'y croient pas, qui se disent tout simplement que c'est un leurre, et que le président Faustin-Archange Touadéra se serait tout simplement planté. Les sceptiques, ça existe partout. On va commencer par ceux qui doutaient de l'existence du monde microbiologique. À l'époque de Pasteur, c'était la fin du 19e siècle, c'est très proche. La fin des années 1800, Pasteur dit il y a un monde microbiologique, il y a des gens qui disent ah non, ça n'existe pas. Sinon, on va mettre en évidence ce monde jusqu'à ce que cela devienne une évidence. Non, les visionnaires font toujours face à ce genre de situation. Et c'est malheureusement la position, ou heureusement la position du président Faustin-Archange Touadéra, parce que dans sa lecture, il ne voit pas, et nous le disions déjà d'entrée de jeu, il ne voit pas la Centrafrique comme une économie de consommation. Le schéma classique, c'est de fabriquer une économie de consommation avec une monnaie de consommation. Je suis d'accord avec le précédent téléspectateur qui essayait de nous expliquer à quoi servirait ce hub. Oui, il y a la question de l'attraction des gros investissements en se passant des lenteurs administratives au niveau de la Banque centrale. Mais il y a aussi un enjeu stratégique. Il faut faire des Centrafricains, des investisseurs, des crypto-investisseurs avec une perspective globale.
le docteur Dalvaris vous le confirmera peut-être. L'enjeu avec les crypto-monnaies, c'est qu'on ne pense pas petit. C'est un changement de paradigme total. Quelqu'un qui est crypto-investisseur ne se définit pas dans le microcosme de son état. Il se définit dans le macrocosme. Et c'est un espace, comme Sango le dit, un message. C'est un espace où la communication est très importante. Parce que la valeur du Bitcoin dépend de l'information parfois. Une information négative peut affecter la valeur du Bitcoin. C'est une monnaie qui est très sensible à l'information. Et donc, les Centrafricains vont heureusement se mettre au rendez-vous de l'information grâce à cette monnaie. Parce qu'ils seront obligés d'être tous les jours informés sur les événements mondiaux qui affectent leur monnaie nationale. Ça, c'est un élément positif. Ce niveau d'information va faire que le Centrafricain qui veut investir, par exemple, je prends sur l'exploitation du diamant, parce que j'imagine que ça sera assis sur un panier de ressources naturelles, mais aussi on sait que bon, lui-même le Bitcoin est assis sur un panier de monnaie, le dollar, l'euro, aujourd'hui je crois le yen également en train de devenir une monnaie qui conforte la valeur du Bitcoin. Ça sera assis sur un panier de ressources naturelles, et donc les crypto-investisseurs qui vont investir sur ces éléments-là avant que de transformer leurs investissements en éléments matériels, parce que beaucoup ne voient pas encore le sens de ce projet, parce qu'ils ont encore en tête l'ancien modèle, c'est-à-dire partir de l'économie réelle pour aller vers l'économie numérique. Mais ici, ça se fait en sens inverse. Vous avez des gens qui deviennent hyper riches dans le monde digital et qui finalement convertissent leur richesse digitale en actifs physiques, tangibles. C'est ce qui va se passer. Et le professeur Faustin Archange Touadéra veut fabriquer des investisseurs avec une ambition mondiale. C'est ce qui va peut-être être le changement de paradigme au niveau de la Centrafrique. Et il n'est pas exclu qu'en créant ce hub, il va attirer des Africains de partout sur le continent. Parce que ce sera une place qui risque de déplacer plusieurs zones qui sont actuellement plusieurs bourses de matières premières. Parce qu'actuellement, quand vous voulez parler de l'or, je crois qu'il faut être à Londres. Quand vous voulez parler du cacao, il faut être à Londres. Donc, il y a des places boursières qui seront bousculées avec ce nouveau mécanisme qu'est en train de mettre le président centrafricain. Beaucoup de gens raisonnent aussi également avec l'ancien logiciel, c'est-à-dire la crypto-monnaie comme un élément pour développer des business à pyramide de Ponzi, des escroqueries à pyramide de Ponzi. C'est vrai, ça existe et ça va toujours exister. Mais l'escroquerie, ce n'est pas le monopole de la crypto-monnaie. On a connu un phénomène au Cameroun, les Femen. Les Femen n'étaient pas des crypto-investisseurs. Et pourtant, on a connu une embolie de la classe des Femen qui à un moment était devenu même le principe par lequel l'enrichissement se produisait. Et pourtant, il y a eu toujours une confiance dans la monnaie fiduciaire. Ça n'a pas exclu cette confiance-là. Il ne faut pas faire d'une catégorie d'individus le cliché de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de crypto-investisseurs. Si on prend l'homme le plus riche de la planète, selon le magazine Forbes, Elon Musk, c'est un gros crypto-investisseur qui est lui-même aujourd'hui devenu un fondateur de crypto-actifs. Et cet individu n'est pas moins un investisseur vertueux qu'un autre qui serait dans la crypto-monnaie. Il n'est pas un escroc. Donc, on ne peut pas catégoriser tous les crypto-investisseurs en escrocs. Non. Il y a des risques dans le système que des escroqueries à pyramide de Ponzi se développent, mais surtout, c'est que dans la densité, on aura une majorité de crypto-investisseurs vertueux. C'est ce que veut créer la Centrafrique. Il y a aussi un domaine qui sera vertueux et qui sera bénéfique pour la Centrafrique. Il s'agit de la régulation du cyberespace. Vous savez, les mécanismes de régulation se développent généralement là où une activité est dense.
la Centrafrique est en train de prendre le train avec un élément où les choses sont encore en construction. Le cyberespace n'est pas totalement régulé aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'espace le moins régulé. Et en faisant de Bangui le nouveau hub avec disons de la Centrafrique, le nouveau hub avec ce projet Sango, les Centrafricains seront obligés de se doter des spécialistes, c'est-à-dire à l'université de Bangui ou bien dans d'autres universités, des spécialistes en droit pour la régulation et même dans la police pour la régulation de ces espaces et de ces transactions-là. Je ne sais pas, vous voyez, ce n'est que des métiers futuristes qui vont se développer au fur et à mesure. Donc, avec ce projet, le président centrafricain est en train de poser la Centrafrique sur l'avenir. Maintenant, oui, il y a la question de la connexion Internet. Ça se pose. 11% de couverture Internet pour l'ensemble de la Centrafrique, c'est encore faible. Pour susciter cette grande dynamique de conversion de l'économie vers le digital et créer véritablement ce hub-là. Il faut que les Centrafricains, déjà, et c'est une opportunité d'avoir les bitcoins, utilisent justement la blockchain technologie pour lever des fonds et mettre à disposition du large public la connexion Internet. C'est possible avec le Bitcoin. Je crois que le docteur Davaris connaît bien les mécanismes par lesquels ça se fait. L'État de Centrafrique, comme il y a les obligations, le marché des obligations à la BMVA, je crois bien, la bourse mobilière des valeurs de la BVMAC, voilà. Comme il y a des obligations, le marché des obligations à la BVMAC, il y a aussi les possibilités pour l'État centrafricain de lever des fonds pour investir dans la connexion en fibre optique, le pays qui veut un peu se constituer en hub sur le plan des cryptoactifs. Alors, c'est bien beau lorsque on vous écoute, que ce soit vous encore le docteur Davaris, mais docteur, pensez-vous que c'est vrai que j'aurais pu d'abord poser la première question qui va enchaîner avec la seconde. Alors, le projet Sango, c'est pour qui d'abord? Les Centrafricains, pour l'Afrique ou pour le monde? C'est pour toute personne qui est intéressée à investir dans les cryptoactifs. D'accord. Centrafricains ou non centrafricains. D'accord. Bon, maintenant la seconde question. Déjà, ces Centrafricains c'est en fait, mais est-ce que les Centrafricains eux-mêmes ont été assez outillés et préparés justement à s'investir dans ce projet? En réalité, moi je pense que pas seulement les Centrafricains, comme mon frère Jonathan l'a si bien souligné, dans beaucoup de pays, même au Cameroun, il y a des gens à qui vous parlez de crypto-monnaie, ils trouvent que c'est de l'arnaque. Justement, c'est pourquoi je pose cette question. Pourquoi je suis en train de poser la question, est-ce que eux-mêmes les Centrafricains sont assez outillés? C'est pourquoi je dis il y a un travail de pédagogie qui va être réalisé en Centrafrique, au Cameroun, dans le monde entier. Puisqu'en fait, il y a de cela quelques années, 5 ans, quand vous parlez aux gens que vous pouvez mettre votre argent dans votre téléphone par les mobile money, les gens disent que non, vraiment, je préfère toucher le cash. Jusqu'à certains, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire que non, je veux toucher mon argent dans ma main. Je suis sûr quand c'est dans ma poche. Donc pour eux, tout ce que vous parlez de numérique, de virtuel, c'est un film, là, il ne peut pas s'y mêler. Et ça, c'est normal, parce qu'en fait, vous savez, l'homme avec le grand H a peur du vide. Il a peur des choses qui sont nouvelles. Il aime être sûr. C'est pourquoi on dit généralement, l'homme avec grand H ne teste pas la profondeur de l'eau avec ses pieds. Il préfère mettre un bâton et garder la distance. Pour dire quoi? Que beaucoup de Centrafricains ne sont peut-être pas préparés pédagogiquement, mais graduellement tout va rentrer dans l'ordre. Puisque Jonathan a bien pris l'exemple tout à l'heure. Beaucoup de crypto-sectifs disent généralement que, notamment les banques, qu'on va prendre ça pour faire le blanchiment d'argent. Ok, avant les crypto-monnaies, le blanchiment d'argent n'existait pas. Mais ça existe. C'est-à-dire que nous, on va acheter les armes avec dans le marché noir. Donc avant, là, on ne vendait pas les armes. Le dark web existe. J'ai dit, même physiquement, laissons le dark web. Est-ce que les gens n'achètent pas les armes? On vous dit que 60% du matériel militaire envoyé par les Européens et les Américains en Ukraine pour faire la guerre se trouve déjà sur le marché noir actuel. Et on paye sur le marché noir, on paye sans virement bancaire. Puis on ne veut pas les traces. Donc on paye là. Et on paye en quoi? Généralement, c'est le dollar, c'est l'euro, c'est n'importe quelle monnaie. La drogue que beaucoup d'organisations criminelles se financent avec. Est-ce que c'est avec les crypto-monnaies qu'on les vend?
Mais c'est avec de la monnaie que l'on achète, c'est avec du dollar, c'est pas quoi, toutes ces monnaies qui sont fiduciaires, toutes ces monnaies-là, c'est pour dire qu'en fait, avant même l'arrivée des crypto-monnaies, ces choses-là existent. Ce n'est pas la raison pour laquelle on n'utilise pas ces monnaies-là. Juste pour dire que nous savons que l'utilisation peut-être du blanchiment d'argent ou c'est pas quoi, l'achat d'armes illicitement, tout cela est interdit. Pourquoi cela est interdit? Parce qu'il y a une loi, il y a des lois qui régissent tout cela. Les organismes nationaux et internationaux ont légiféré là-dessus. Donc vous dites que même pour les crypto-monnaies, comme le président centrafricain a commencé à prendre les dispositions pour légiférer au Parlement et à promulguer la loi en Centrafrique, que d'autres nations prennent les lois dans ce sens. Il y a des nations qui partent au-delà. Vous avez vu ici, au Nigeria, la Banque centrale est allée au-delà. Ils ont créé le INAIRA, qui les permet de faire les opérations. Même les Chinois sont en train de, à la Banque centrale de Chine, ils sont en train de créer un yuan. Donc c'est pas nous en Afrique centrale, on va toujours croiser les bras, alors que même en France même, les gens utilisent le Bitcoin pour faire leurs différentes opérations. Il y a des supermarchés qui acceptent le Bitcoin en France. Il y a des villes en Suisse où on paie les impôts avec le Bitcoin. Même aux États-Unis, en Californie, dans le Texas, vous payez vos impôts avec le Bitcoin et le gouvernement accepte. Pourquoi c'est en Afrique où on va nous croire, on va nous attacher les bras en arrière et laisser que les autres avancent? Quand ils seront très très loin, on va dire ok, vous aussi vous pouvez essayer maintenant. Et je dis au-delà de ça, je pense que c'est très important la question de la pédagogie. Et ce serait, et puis il faut bien comprendre que ça passe inaperçu, mais le Bitcoin n'est qu'une infime partie de la technologie blockchain. Avec la technologie blockchain, vous avez une possibilité, c'est un domaine parfois sur lequel on travaille, c'est très difficile au Cameroun aujourd'hui là. Nous voyons que avec les crises à Adikolo, Bali, c'est pas quoi, dans le sud, c'est pas partout au Cameroun, les crises, les problèmes liés au foncier, parce qu'il y a des doubles ventes, je vous ai vendu le terrain, j'ai encore vendu à X ou Y, parfois on ne sait pas qui est le véritable propriétaire. Tous les études ont démontré qu'au Cameroun, près de 80% des affaires qui sont enrôlées sont liées au foncier. Alors qu'avec la technologie blockchain, ce problème n'existe plus. Ça veut dire que ce n'est même pas qu'une question de crypto-monnaie. Avec la technologie blockchain, on peut cartographier tout le Cameroun. On sait que le centimètre X appartient à Linda. Le jour où une autre personne d'Alvarez est suspecte pour faire une opération, Linda a arrêté son téléphone portable, son ordinateur, etc., etc. Et le jour où Linda vend son terrain à Jonathan, la famille de Jonathan a arrêté et Linda a arrêté. On fait tout ça avec la technologie blockchain. Parce qu'il y a des centaines de millions d'ordinateurs de par le monde entier qui régulent tout cela. Donc vous dites qu'en fait, la crypto-monnaie n'est qu'un tout petit volet de tout ce que la blockchain peut apporter à la Centrafrique. On parle d'intelligence artificielle. Ouais, de nos jours, maintenant, tout le monde a remarqué que... Vous avez vu comment les Russes font? Hier, par exemple, ils ont frappé à Kiev. Ils n'ont même pas besoin d'être là. Ils restent là, le sous-marin monte en surface, et tout est guidé de manière numérique. Avec une tablette, vous guidez de manière numérique. Les tirs sont des tirs de précision. C'est de la fintech. C'est de la fintech. Et vous ne pouvez pas le faire si vous faites des choses de manière classique. C'est pratiquement applicable dans tous les domaines. Quand vous voyez tous ces appareils qui avancent, tous les missiles Kinjal, qui avancent à Mach 10, Mach 15, Mach 20. Mais ça, c'est du numérique, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des millions d'ordinateurs qui calculent cela au centimètre près. C'est pourquoi ils sont capables de frapper. Parfois même, ils sont frappés, je crois, à partir de la ville de Kouch, qui est à des centaines de kilomètres de l'Ukraine. Sans se déplacer, ils calculent directement, on envoie le missile qui arrive à Kiev, qui esquive tout, qui frappe juste le magasin, même un centre commercial où il y a du matériel militaire, ils sont capables d'être au courant et de frapper. C'est l'intelligence artificielle. On ne le fait pas avec des choses classiques. Et nous sommes obligés, le président Poutine l'a dit au début de ce mandat, que ceux qui vont contrôler le futur sont ceux qui vont contrôler l'intelligence artificielle. Et nous y sommes, mais ce que certaines puissances veulent à tout prix que nous sommes derrière, comme on nous l'a fait. Prenez Internet par exemple. Internet américain, j'ai été depuis les années 80. Hein. Mais on a eu Internet en Afrique avec beaucoup de retard. Actuellement, vous savez, même très peu de gens le savent, mais vous savez que l'Internet que nous utilisons, c'est une génération dépassée. Vous savez que nous, par exemple, les francophones, n'ont accès qu'à environ 20% des connaissances qu'on peut avoir sur Internet. Une bonne partie, c'est la connaissance anglo-saxonne. Comme quelqu'un le soulignait tout à l'heure, Jonathan, en dehors du net que vous et moi vous connaissez, il y a ce qu'on appelle le darknet. Il y a le net qui est plus profond, auquel beaucoup d'Africains n'ont pas accès. Donc, pour dire qu'en fait, des gens veillent à nous, à ce que nous accommodions, que nous regardions par le futur. C'est très très difficile quand vous regardez le soleil, puisque ça fait mal aux yeux. Mais nous sommes obligés de prendre des outils, même les lunettes de soleil, pour regarder vers cela. Car les grandes puissances sont en train de regarder là, nous n'allons plus croiser les bras comme avant. Alors, pour sortir, je reste avec vous et par la suite, M. Batenguene aura également sa réponse à la question. Avec tout ce qu'on a dit, il y en a quand même qui trouvent que c'est une manœuvre
par les autorités centrafricaines à favoriser des transactions douteuses? Ça dépend de ce qu'on met dans douteuse. Je prends l'exemple, Linda. Si vous avez un enfant qui est malade, vous sortez de la maison. C'est parfois ici avec les médicaments. Vous avez un enfant qui est malade, vous sortez de la maison, vous faites le tour de 3, 4, 20 pharmacies, toutes sont fermées. Et qu'à côté, il y a un monsieur qui vend les médicaments, vous êtes en train de chercher. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas dans une pharmacie que vous n'allez pas acheter pour soigner votre enfant? Pour dire, appliquer au cas de la Centrafrique, nous sommes dans un pays où le colon avait ce que la Centrafrique ne bénéficie pratiquement de comme programme de développement. On les a enlevés tout, hein. Tous les bailleurs de fonds qui participaient au budget de la nation centrafricaine, ils sont retirés comme ils ont fait au Mali, disant que la Centrafrique est en train de travailler avec les Russes. Maintenant, le président doit payer les fonctionnaires. Le président il faut bien en faire entrer. Vous savez, on a des difficultés importantes à Bangui. Tout récemment, j'en parlais avec le ministre. Vous savez, où la crise alimentaire a fait que la Centrafrique étant une nation digne de l'Interland, une bonne partie des produits qui vont passer par le Cameroun. Et vous savez, les autorités au Cameroun ont pris des décisions à un moment, notamment le ministère du Commerce, pour que les produits lycéens ne puissent plus partir en Centrafrique, puissent d'abord satisfaire les besoins nationaux. Quand vous êtes confronté à des difficultés comme celle-là, et que vous devez nourrir une population, vous devez payer l'armée, vous devez former les gars, vous devez vous armer, vous faites comment? Vous croisez les bras parce que les bailleurs de fonds vous ont dit que vous faites des transactions douteuses? Est-ce que le médicament que vous achetez à un monsieur pour sauver votre enfant tard dans la nuit pour que sa température baisse, parce que ce n'est pas un pharmacien, ça devient une transaction douteuse? Nous disons non. Quand quelqu'un est acculé, il cherche des subsides. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Monsieur Batenguene. La Centrafrique est en train de réaliser à la fois son instinct d'activer son instinct de suivi, mais de réaliser un pont quantique du point de vue technologique. La Centrafrique vient de contourner les mécanismes barrières de la monnaie, le bitcoin, de la monnaie franc CFA. Mais une partie de ces mécanismes est en train d'entrer dans le monde de demain. Cette Centrafrique-là qui entre dans le monde de demain, c'est un pays qui est en train de devenir un géant du point de vue mondial. Il ne faut pas l'empêcher de continuer sa marche. Les pays qui souhaitent obligatoirement que la Centrafrique crée une monnaie pour l'instant doivent comprendre une chose. La création d'une monnaie demande un ensemble de mécanismes. La Centrafrique est liée aux autres États de la sous-région par un ensemble d'accords. Et la Centrafrique sait qu'il y a un projet qui est en sourdine, qui vise la création d'une nouvelle monnaie pour l'Afrique centrale. Mais en attendant que la Centrafrique ne peut pas se dire on va réaliser cela après, ils ont une obligation maintenant de trouver des solutions. Commerce avec la Russie, vous savez comment ça va se faire demain? La Centrafrique a besoin d'armement, la Centrafrique a besoin du matériel pour se défendre, la Centrafrique a besoin de développer une industrie. Tout ça, le Bitcoin offre des opportunités. Ils peuvent lever des fonds grâce au Bitcoin. Ce n'est pas en attendant que la bonne charité internationale se lève encore pour la Centrafrique qu'ils vont enfin penser à leur développement. Ils peuvent dès maintenant, avec ce qu'ils ont comme moyen, engager les grands travaux. Le président Touadéra a été visionnaire. Le président Touadéra, en choisissant la crypto-monnaie, a choisi le développement, il a choisi l'avenir dans les nouvelles technologies. Merci beaucoup à vous, Monsieur Batenguene. Monsieur Goudjou, nous allons sortir. Qu'est-ce qu'on doit retenir? S'il fallait peut-être passer un message à la population centrafricaine, à la population africaine, à la population mondiale même, qu'est-ce qu'on devrait retenir? D'abord, à la population centrafricaine, je dirais le soutien pour mieux connaître le monde des crypto-actifs, le monde de la blockchain, et au-delà de cela, de soutien auprès des autorités centrafricaines pour mieux connaître comment va se passer Sango. Et surtout aux autorités centrafricaines de ne pas se décourager. C'est un projet qui est porteur, c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, et la Centrafrique est extrêmement riche. On ne peut pas tolérer qu'une nation de plus de 600 000 km², plus grand que le Cameroun, l'or, le pétrole, l'uranium, l'argent, tout est la bauxite, avec seulement 5 millions d'habitants, que les gens ne parviennent pas à partir à l'école. On a appauvri la Centrafrique et ce n'est pas ces mêmes personnes qui peuvent décourager les autorités aujourd'hui de continuer de travailler pour la nation centrafricaine. Et pour les autres Africains de la sous-région CEMAC, je dis vous devez soutenir ce projet. Le continent doit soutenir ce projet, car il faut bien le noter, la Centrafrique est la première nation dans le monde à avoir voté une légifération sur les crypto-monnaies à l'unanimité au Parlement. Et c'est le deuxième pays qui officialise le Bitcoin après le Salvador. Nous devons soutenir ce pays, car
Vous-même, vous voyez, la Centrafrique et le Mali, les difficultés auxquelles le colon se bat pour les confronter, si on les lâche, ça va être très grave. Car la Centrafrique aujourd'hui est en train de rentrer dans l'histoire comme un cas d'école. Et nous devons soutenir l'exemple centrafricain. Merci beaucoup, monsieur Dr Goudjou Batengene, merci. Merci également à tous nos téléspectateurs, ceux qui ont essayé de nous avoir en vain, ceux qui nous ont suivis justement sur nos différentes plateformes, YouTube et bien sûr Facebook. Il ne me reste plus qu'à vous dire tout simplement Singila et tout simplement Ngezoni.